Qu'attendre donc des dernières ordonnances du président de la République, ordonnances relatives à la mise en place d'une cellule dans le cadre de la lutte contre la corruption? La réponse tout à l'heure avec le professeur Lubanga Taylor. C'est un professeur de droit à l'université de Kinshasa et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur universitaire. À travers le pays, d'autres casquettes ne vont pas tellement nous intéresser. Les casquettes de Lubanga. Oui, l'autre question, c'est cette invitation lancée par le procureur général de Matete à Vital Kamerhe, qui est le directeur du cabinet chef de l'État. Nous ne parlons pas de la fin de l'impunité, mais plutôt en rapport avec l'état d'urgence, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Corona-19. Est-ce que le DIRCAB est une exception en ce temps de l'état d'urgence? La question caresse aussi notre esprit. Tout de suite, de manière ou d'entrée de jeu, l'invité est déjà sur place. Taylor Lubanga était avec nous, comme annoncé. Bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala. Monsieur Lubanga, nous allons justement parler d'abord de cette actualité. C'est le tout premier sujet qui nous intéresse. L'état d'urgence d'abord, quand le chef de l'État le décrète, qu'est-ce que cela signifie? Ça implique quoi pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs? Qu'est-ce qui est permis d'être fait? Qu'est-ce qui n'est pas permis en cette période exceptionnelle? Merci beaucoup pour la question. L'état d'urgence est une situation particulière, exceptionnelle, qui peut être décrétée à tout moment lorsque les conditions qui donnent lieu à son instauration sont réunies. Ça veut dire que l'état d'urgence est une situation exceptionnelle au cours de laquelle les mesures qui sont prises, la gestion de l'État n'est pas au rythme régulier. Certains pouvoirs sont réduits, d'autres renforcés en raison de l'intensité de la situation qui donne lieu à la décision de l'état d'urgence. Il faut noter ici que le président de la République, après concertation, après échange avec les institutions, les parlements réunis en ces deux chambres, évidemment le Premier ministre, peut, lorsque la situation l'exige, décréter un état d'urgence. Et donc il s'agit d'un état exceptionnel au cours duquel les mesures par moments restrictives des libertés peuvent être décrétées, les mesures de renforcement des capacités peuvent l'être également, mais plus exactement en ce qui nous concerne les mesures sanitaires. Étant donné la propagation du Covid-19, le monde entier était bousculé, compte tenu même à l'être, la RDC était tout aussi menacée. C'est dans ces conditions que le chef de l'État, en tant que garant de la situation, garant de l'État, garant du bon fonctionnement, protecteur de tous les Congolais, a décidé, au regard de cet enjeu important, sanitaire, disons, de décréter cet état d'urgence, qui est une situation, comme j'ai dit tout à l'heure, exceptionnelle, une situation particulière, une situation généralement dictée par la sauvegarde, la protection des droits des Congolais, des santé des Congolais, mais aussi de l'État lui-même. Et donc l'état d'urgence tel que décrété par le chef de l'État est respecté, nous l'observons. La commune de la Gombe est en confinement total, hormis quelques cas de situations particulièrement journalières, telles que les services strictement réduits, on l'a vu sur les rues. Il faut ici remercier les Congolais, surtout les habitants de la commune de Kalina, la commune de la Gombe, d'avoir observé et de continuer à observer l'état d'urgence qui est en fait ici décrété par le gouverneur en application des mesures ça, c'est le confinement, nationales. Ça fait suite ce sont des mesures, n'est-ce pas, d'état d'urgence. Le confinement, la réduction de mobilité, le respect des gestes qu'on appelle des gestes sanitaires, ces gestes distance, barrière gestes, ou plus ou moins écartement entre individus pour éviter la propagation, la grande propagation, le port de masque. Voilà autant de gestes qui sont aujourd'hui, bien entendu, obligés dans l'intérêt du grand nombre, dans l'intérêt de la population et dans la protection sanitaire globale. Alors, il n'y a pas eu respect de gestes barrières.
on l'a constaté, le directeur de cabinet a répondu à l'invitation au procureur général de Matete. Et puis, voilà, ce sont donc des foules importantes des militants de l'UNC. Ce sont aussi, justement, quelques badauds, c'est-à-dire les curieux qui étaient là, qui chantaient. Est-ce qu'il y a eu, on a défié le chef de l'État par ce qui s'est passé aujourd'hui à Matete, sur le parcours, en toute indépendance, est-ce qu'on est resté légaliste? Écoutez, Fabien, je suis professeur de droit en même temps. J'ai une formation post-universitaire en sociologie politique. Il s'agit là de distinguer ici les faits sociaux du phénomène social. Qu'est-ce que c'est un fait social et qu'est-ce que c'est un phénomène social? Un fait social est un fait régulier, un fait de tous les jours, constant, qui se défait dans un temps précis et qui d'ailleurs généralement s'inscrit dans une forme actentielle d'habitude. Par contre, les phénomènes sociaux, ce sont des événements où les manifestations événementielles avec des hommes mythiques comme le directeur des cabinets de l'État, qui est un homme aux multiples casquettes, un homme occupant la fonction que vous connaissez, la plus grande fonction de la République, en termes de la direction du cabinet de l'État, son déplacement est un événement. Il est tout à fait normal que un événement. Je dis bien son déplacement, en raison, bien entendu, de ce qu'il est comme homme et de ceux qui le suivent dans ce qu'il fait. Et en cette période... J'en arrive, il n'y a aucune preuve que le DICAB a lancé l'invitation aux gens pour le suivre. Non, on ne parle pas de l'invitation. Il n'a pas lancé l'invitation. Dès l'instant où il n'y a aucune preuve que l'état des cabinets a invité les gens à les suivre dans cette forme de foule populaire, de foule criant, chantant en son honneur, d'une manière ou d'une autre, dans la mesure où ceci n'a pas été le cas, et donc il n'y a pas eu violation par lui des consignes, des restrictions du mouvement. Mais au sein des partis politiques, il y a ce qu'on appelle l'éducation civique, mais bien sûr, l'éducation citoyenne. On ne peut pas éduquer tout le monde. Est-ce que les chansons, par exemple, on voulait tuer notre leader, bon, on ne le saura pas en cette période de l'état d'urgence. Ce n'est qu'une invitation d'une personnalité qui assume des fonctions et qui doit fournir des éléments d'information au procureur général. Est-ce que, en ce moment, ici, l'état des droits, en fait, la décision du chef de l'État n'est pas défiée par une formation politique et ses militants? Non, mais je voudrais ici qu'on détache la responsabilité personnelle des têtes de cabinet des actes individuels des militants et cadres du parti qui pourraient s'il le veut, dans le respect des gestes barrières, n'est-ce pas, accompagner leur leader. Ceci n'est jamais interdit. Ce qui est interdit, c'est le mouvement de destruction, c'est le vandalisme qui pourrait être constaté. Là, nous sommes dans une, évidemment, démarcation importante à faire. Mais nous sommes entre ici, la responsabilité personnelle à des foules, d'un cabinet qui n'a invité personne à les suivre, promiscuité et les masses informées, les consignes de lutte contre le coronavirus. C'est les médias qui se sont mêlés à informer, à catalyser, si vous voulez bien, à mettre à jour, à rendre, si vous voulez bien, un grand événement, si vous voulez ici, une actualité importante, et les gens étaient tout curieux d'aller voir ce qui se passe. Le problème ici n'est pas celui de voir, évidemment, les gens être dans cette situation, évidemment, inédite, qui n'a pas été tout à fait, d'un point de vue général, voulu, mais qui est en fait une spontanéité de militants qui se sont trouvés en droit d'accompagner leur leader. Mais la question, c'est que les DICAB n'invitaient personne et que ceux qui sont allés se sont rendus d'eux-mêmes, peut-être évidemment parce qu'ayant été invités, ayant été plutôt informés par vos médias, qu'il y aurait été tel événement à telle heure précise, à l'endroit précis, qui pourrait s'être rendu à cet endroit-là pour pouvoir accompagner leur leader, ce qui n'est pas totalement mauvais. Et les conséquences, et que les gestes barrières, me semble-t-il, avaient été respectés, la police a fait son travail, il n'y a pas eu de dégâts majeurs. En tout cas, à mon avis, ce qui m'a été rapporté, il n'y a pas eu aucun dégât majeur. Ce qu'il faut ici reconnaître, c'est que c'est la manifestation dans ce pays de l'état de droit pour lequel beaucoup de Congolais sont morts. Voilà, un haut cadre du pays a été invité pour donner sa version des faits sur les faits précis. Et vous voyez, il s'est humilié, il est allé de lui-même s'est présenté. Et je crois que dans ce pays, cette histoire de penser qu'on est tel ou n'est tel, et l'INC vient de donner la leçon du respect absolu de l'état de droit
en voyant son chef de file se présenter lui-même et répondre aux questions de magistrats. C'est pour dire, une fois pour toutes, que dans ce pays, la règle d'intouchabilité des personnalités qui se croyaient, elles, par moments protégées par les unes ou les autres illusions politistes ou politiciennes, doivent cesser de rêver que l'heure de l'état de droit est arrivée. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, n'entend pas, lui, être dans des protectionnismes. Et vous voyez, notre chef du cabinet lui-même s'est rendu pour donner l'exemple, et il a donné un très bel exemple d'un état de droit fonctionnel. Et je pense que ceci doit pouvoir servir des leçons aux autres qui pourraient éventuellement être invités à éclairer la justice dans l'administration de celle-ci. Et ce, dans l'intérêt, bien entendu, de ce que nous croyons, nous ici, l'avènement d'un état véritablement de droit. Voilà, je crois que ça nous permet de parler de la décision prise à travers des ordonnances. Les avant-dernières, c'était donc en rapport avec la lutte contre la corruption. Alors concrètement, qu'est-ce que ces ordonnances créant une cellule de lutte contre la corruption au niveau de la présidence pourront apporter dans ce combat contre ce fléau également qui gangrène, au-delà du coronavirus, qui gangrène notre société et son économie? Écoutez, il y a eu plusieurs ordonnances qui ont été signées dernièrement, les unes en matière... Nous parlons concrètement de la lutte contre la corruption. J'en arrive, la corruption, et vous parlez du coronavirus. Oui. Il y a quand même là... deux questions qu'il faudra ici éclairer. Pour le coronavirus, le président de la République a signé une ordonnance portant un fonds de solidarité. Parce qu'il faut quand même que les Congolais, les pays voisins, les pays amis qui vont pouvoir nous accompagner ou nous apporter leur soutien, qui les font de bonne foi, que les Congolais, dans l'intérêt desquels ce fonds sont alloués, soient informés de la gestion, de l'affectation des fonds qui sont alloués. Vous avez vu beaucoup de générosité de la part de beaucoup de Congolais et des États qui sont venus en aide. Il faut que les Congolais soient informés. Voilà pourquoi le président de la République a signé une ordonnance créant un fonds de garant, un fonds de gestion, un fonds de gestion de solidarité, pour que les Congolais, au jour le jour, aient l'information de ceci. Mais la plus grande importance de cette cellule créée pour gérer ce fonds de solidarité, de ces hautes personnes de notre pays invitées à la gestion de ces fonds, c'est pour la totale transparence dans la gestion des dons, des legs et des fonds qui seront alloués à la gestion ou à la riposte, évidemment, de Covid-19, qui aujourd'hui est une pandémie. J'ai suivi les informations alarmantes de la France, qui est en récession pratiquement, avec 6% de réduction du PIB. J'ai suivi en même temps les inquiétudes d'Amérique. Aujourd'hui, les marchés boursiers sont totalement inexistants en termes de variabilité, de variation des taux. Les cours sont totalement paralysés et on avoisine la situation la plus pire que celle de 2008, la crise de 2008. Pour dire des choses beaucoup plus clairement, nous sommes en situation beaucoup plus grave que celle vécue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour ce qui est de l'Europe. Si l'Europe est menacée et fouettée à ce degré-là, il faut que les pays africains, il faut que les États africains prennent évidemment la mesure de l'enjeu, les conséquences économiques, les conséquences sociales, les conséquences écologiques, n'est-ce pas, qui pourraient ou qui pourraient résulter évidemment, disons, de cette pandémie qui est une guerre comme l'appellent certains. Et donc il faut ici prendre les mesures qu'il faut, notamment en mettant en place un fonds, en orientant sa gestion, mais aussi en rendant transparent le processus de décaissement de fonds et l'utilisation évidemment de ceci dans l'intérêt de personnes, disons, infectées au Covid-19, ou plus exactement des personnes qui pourraient être ici appelées à être testées. Tout ce fonds des laboratoires qui vont devoir être pris en charge par l'État dans les conditions qui sont donc prévues, soit en toute transparence. Ceci pourquoi, pour deux raisons. La première, le chef de l'État considère que le droit de l'homme, c'est d'abord le droit à la santé. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de production sans individu en bonne santé. Et que la situation sanitaire des Congolais préoccupe au plus haut point le président de la République. Voilà pourquoi, au lendemain de
de détection de quelques cas. Il a dévancé les Congo-Brazzaville, beaucoup de pays d'Afrique. Nous sommes parmi les premiers pays africains à avoir pris les mesures nécessaires, les mesures d'encadrement de nos populations, des étudiants, des étudiantes, des écoliers, des écolières, mais également les fonctionnaires, en réduisant au strict minimum le nombre de personnes essentielles à affecter aux fonctions jugées essentielles, jugées importantes. Et donc, l'idée ici pour les chefs de l'État, c'est d'abord de protéger la santé des Congolais et en deuxième lieu, d'étudier les mécanismes de la relance ou du retournement de la situation. Après, comme vous l'avez entendu, disons, de la bouche des membres du gouvernement, la gratuité de l'eau et de l'électricité pendant autant de mois, les impôts qui sont en suspension, les commerces internationaux qui aujourd'hui connaissent vraiment un fouet. Et donc il faut ici, à travers ces mesures-là, étudier évidemment les pistes protectionnistes de l'homme en ce qu'il soit en dehors de la maladie, de la pandémie, mais aussi les conditions sociales et les retournements économiques. Voilà les raisons qui ont poussé le président de la République, au-delà des autres raisons qui peuvent être utilement évoquées, à pouvoir décider de l'état d'urgence, mais aussi de décider utilement de créer un fonds d'accompagnement, évidemment, de toutes les questions se rapportant plus ou moins exactement à cette question de la pandémie. Eh bien, alors, vous avez balayé, ramassé justement là l'essentiel des raisons qui ont motivé donc l'ordonnance rendue publique. C'était mardi dans la soirée, l'ordonnance prise par le président de la République. Nous revenons sur celles qui ont précédé. D'abord, dans le cadre de la lutte contre la corruption, qu'est-ce qu'une cellule au niveau de la présidence apporterait dans le cadre de la lutte contre la corruption qui gangrène notre société? Luzolo Bambi, à l'époque du président Joseph Kabila, a donc été entendu. Est-ce que son travail a produit des effets escomptés? À chacun d'y répondre. Mais on revient à ce nouveau régime. Dites-nous, en ce moment, une cellule au niveau de la présidence, qu'est-ce qu'il faut rêver? Écoutez, Fabien, merci pour la question. Une question importante. Une question qui permet aujourd'hui ici d'expliquer à nos compatriotes le fondement politique, je veux dire la raison profonde, pour ne pas dire la cause, qui a motivé les présidents de la République à créer, en différence du bureau qu'a géré le professeur Luzolo, une agence de prévention et de lutte contre la corruption. Vous savez, il existe dans la nomenclature de gravité de l'acte de corruption ce qu'on appelle la grande corruption. Et donc la corruption a une échelle beaucoup plus importante, et qui est en fait finalement l'œuvre ou l'activité des personnalités généralement exposées et disposant de moyens politiques et financiers énormes. Et donc il s'agit ici de la corruption généralement qui est l'œuvre des personnalités importantes, politiques, bancaires, et j'en passe. Et qui pourrait, en raison de leur statut social, paralyser ou mettre en paralysie toute procédure d'invite ou d'invitation qui pourrait provenir d'un inspecteur ordinaire. Autrement dit, la mise en place de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption répond à un besoin, le besoin de construire un personnel politiquement outillé, politiquement protégé et dépendant directement du chef de l'État pour pouvoir matraquer ici, pour pouvoir ici traquer et matraquer tout auteur, n'est-ce pas, de la plus grande corruption. C'est-à-dire la corruption à une échelle, je veux dire, importante, dans la hiérarchie de la cruauté de la corruption. Et donc, dans ce qu'on peut considérer dans la hiérarchie comme l'acte le plus important de corruption et qui échapperait ou qui pourrait être mal, disons, détecté par des personnes moins expertes en la matière, qui, évidemment, continue ou continuerait à mettre les finances publiques en difficulté, d'être banni et maté. Voilà pourquoi il a été créé, et il est même créé dans beaucoup d'États. Vous avez le modèle, disons, du Kosovo, vous avez le modèle d'ailleurs le plus important en Afrique, c'est le modèle du Madagascar. Et beaucoup d'États se sont conformés à cet appel, cette invitation
des Nations Unies de pouvoir mettre en place dans des États, selon les lois de la nation, les structures de contre la corruption, ça peut être une agence, un office, peu importe la dénomination, mais l'idée ici étant évidemment de combattre, de lutter efficacement contre la corruption alors à grande échelle. Alors, l'importance ici, ce qu'il faut noter, cette complémentarité entre l'agence de prévention et de lutte contre la corruption et l'institution de justice, le pouvoir judiciaire. Ça veut dire qu'il y a là... Vont-ils travailler en symbiose? Mais bien sûr, il y a là un mécanisme de collaboration entre la justice congolaise et cette agence. Est-ce qu'il y a justement des garde-fous pour ne pas vivre les spectacles qui a été toujours celui offert au peuple congolais par la classe dirigeante? Un spectacle justement pour saupoudrer, comment on appelle, aveugler, distraire la population, alors que les vrais problèmes dans ce domaine ne sont pas abordés. Écoutez, il faut noter ici que, quel que soit le grade qu'occupera les coordonnateurs de l'agence ou ses adjoints, ils auront toujours le rôle des OPG. Leur rôle consistera justement à la détection, prévention et aux enquêtes. Une fois les enquêtes terminées, clôturées, un rapport circonstanciel est fait, le dossier individu éventuellement ou objet saisi serait transmis devant les instances compétentes qui sont ici les parquets. Le parquet compétent. Mais le travail est fait déjà par l'ANR mais voilà, et d'autres services de renseignement qui le faisaient même très bien. Non, cher ami, Fabien, il faut éviter de nous faire vivre un état policier. Il faut faire la distinction entre l'état policier, l'état sécuritaire. Mais ce sont des états moyenâgeux. L'ANR a changé de visage. Mais enfin, je vous dis... L'ANR a changé de visage. Doit changer de visage. A changé de visage. Doit changer de visage. Et en train de changer de visage. On ne peut pas comprendre que dans une république au XXIe siècle, que l'ANR s'occupe des questions contre la corruption. Mais l'ANR le faisait quand même très bien, non? Non, mais attends, quel très bien. Qu'attendent de ses coordonnateurs et de son adjoint à la tête d'une agence auprès de la présidence de la République? On ne peut pas fusionner la sécurité et la justice. L'ANR de chez nous s'était écarté totalement de sa mission à une époque donnée, et c'est une époque que nous regrettons. L'on ne peut pas, dans une république au XXIe siècle, fusionner la sécurité et la justice. La sécurité est sacrée. La sécurité est au centre. C'est même le thermomètre de la paix dans le pays. Tandis que la justice, c'est le thermomètre de l'état de droit. Mais lorsque la fraude... Et le deux, j'en arrive. La fraude et la corruption prennent les déçus, ou commencent à trôner même dans les plus hautes sphères de la République. Lorsque l'argent qui n'est pas propre est plus entre les mains d'une certaine classe, même le pouvoir politique est menacé, même entre les mains des hommes d'affaires, en complicité avec des politiques d'une manière qui n'est pas légale. Le pouvoir politique n'est-il pas menacé? Et pourquoi vous dites que la sécurité ne peut pas s'en occuper? Non, écoutez, la sécurité a des barrières. Elle a des barrières là où débute la justice. Vous savez, lorsque dans un État, un agent sécuritaire s'introduit dans la justice, tout est foutu, c'est fini. Il n'y a plus rien à espérer. Il faut donc nettement distinguer les missions sécuritaires des missions judiciaires. Pourquoi? Parce que la sécurité s'occupe de l'intégrité territoriale, de vie des personnes menacées ou tentées de menacer, tentées d'être sous menace. Et imagine sur les solutions de sécurité, les solutions d'évitement de ce qui est considéré ou analysé comme menace contre la paix, contre la sécurité, contre les institutions. Tandis que la justice s'occupe évidemment de tout. Mais essentiellement, mon Dieu, essentiellement, de rendre la justice, de trancher les litiges. Lorsqu'un agent de sécurité découvre une menace contre la paix, contre les institutions, mais il en fait le rapport qu'il transmet à la justice. C'est pour dire que l'ANR doit pouvoir s'occuper. Il n'y a pas que l'ANR, il y a aussi la DEMIAP, il y a aussi le CNS, le Conseil de sécurité d'État. Tous ces services dans leur ensemble
doivent enquêter, analyser, faire des rapports et les cas échéants, les envoyer dans le délai légaux aux instances judiciaires. C'est ça l'état des droits pour lequel beaucoup de Congolais ont sacrifié leur vie, sont morts et personne aujourd'hui ne peut se permettre aujourd'hui de confondre la sécurité et la justice. La justice doit demeurer indépendante, la sécurité doit faire son travail et que finalement la corruption à grande échelle ne peut pas relever de la compétence sécuritaire. Là j'insiste et ça n'est pas normal. Vous savez, cher ami, j'ai une interprétation différente de l'état de droit. J'ai une interprétation, j'ai une analyse, j'ai une opinion sur l'état de droit. L'état de droit que moi je rêve est un état dans lequel la justice est totalement indépendante. Au-dessus de tout le monde, même des magistrats. Parce que le magistrat lui-même n'est pas au-dessus de la loi. Il est prévu. Et donc, le gardien du gardien, qui a toujours été, bien entendu, un idéal dans les États modernes, les gardiens du gardien, devrait comprendre lui-même qu'il est aussi en dessous de la loi. Ah, Monsieur Lubanga, on évolue. Et que donc, l'agence créée ne peut pas aucunement relever ou être inféodé à un organisme quelconque de la sécurité, sans voir ces missions être dévoyées et vidées totalement de toute sa substance. Très bien. Alors, voilà pourquoi elle est créée pour appuyer la justice en s'attaquant essentiellement à la plus grande corruption. Alors, on évolue. Justement, l'aide de camp ou le chef d'état-major particulier de l'armée auprès du chef de l'État ne dépend pas du directeur de cabinet. Le conseil spécial en matière de sécurité ne dépend pas du directeur de cabinet, à moins que vous disiez le contraire. Alors, les coordonnateurs et son adjoint et le comité technique, de qui ou à qui vont-ils directement rendre compte au-delà du mécanisme de collaboration avec la justice auquel vous avez fait allusion? Non, mais ils vont rendre compte au comité de pilotage. Vous savez, l'avantage de cette agence qui a été créée, et je dois vous dire clairement les choses telles qu'elles sont. Il a été créé dans l'agence un comité de pilotage auquel va siéger le délégué du ministère de la Justice, le délégué du ministère des Finances, la société civile, 3 représentants. Il va devoir y siéger également tous les services du pays chargés de lutte contre la corruption. C'est un espace démocratique d'échange, de conception de la politique qui va être appliquée par la coordination de l'agence. Et un rapport annuel, cher ami, un rapport annuel est une obligation dans l'ordonnance et attendu pour que les Congolais soient informés, année par année, combien d'enquêtes ont été initiées, quels en sont les résultats. Et il y a un coordonnateur adjoint chargé de la chaîne pénale qui aura pour mission de faire le suivi des dossiers déposés devant les instances compétentes pour voir si les enquêtes menées, dont le rapport ont été transmis, continuent évidemment à être suivis de manière à ce que le bien détourné, le bien illicitement obtenu soit récupéré d'abord et retourné dans la caisse de l'État. Et je dois ici vous avouer, administrativement, toute l'innovation, toute la grande innovation, c'est qu'on a démocratisé les enquêtes en insérant dans le comité de pilotage la société civile. Pour une fois, notre société civile va participer, mon Dieu, à la conception de la politique, à la thématique technique des enquêtes qui vont être diligentées. C'est pour éviter qu'une personne ou une autre considère avoir été injustement interpellée. Et tout ceci sous l'œil vigilant du président de la République ou de son délégué. Pour éviter également les expressions comme acharnement contre tel ou tel. Nous ne voulons pas que quelqu'un convoqué pense qu'il a l'avoir été parce que, étant d'un regroupement politique opposé. Il n'y a pas au Congo, devant la corruption, un regroupement politique. Il faut éviter de penser, de parler parti politique lorsque le fait individuel pour lequel l'individu est poursuivi ou le sera ne concerne que lui-même dans son agir de tous les jours. Il faut donc éviter que l'agence qui demain ou après-demain pourrait fonctionner soit ici considérée comme ayant été créée pour un camp. Voilà pourquoi le chef de l'État a innové en créant un
comité de pilotage composé de toutes les structures de lutte contre la corruption, même de la société civile. Alors le comité de pilotage au sein de l'agence vient après le coordonnateur et le coordonnateur adjoint. Au-dessus. C'est au-dessus. Le comité est au-dessus de la coordination. C'est l'organe suprême de conception de la politique pénale, la politique enquêteuse de l'agence. Parce que vous savez, le plus important qu'il faut ici dire à nos téléspectateurs, vous savez, nous sommes des pays dont les rapports ne sont pas bons. Hein. À lire de près les rapports qui sont faits par Don Business, à lire la réputation que nous avons au niveau international, depuis des années, nous ne sommes pas un pays un pays respectueux. Vous pensez que ce sont des rapports très objectifs? Aujourd'hui, Monsieur Lubanga, objectif ou non, les rapports très objectifs. Objectif ou non, nous devons fournir beaucoup d'efforts dans la lutte contre la corruption. Pourquoi? Parce que si les rapports peuvent être subjectifs, objectifs, les Congolais ne veulent pas de ça. Ce que les Congolais veulent, c'est que les 1000 dollars, les 1 dollar versés pour le compte de l'État, provenant de ces impôts, soient affectés à un bien, à un besoin d'intérêt général. Les Congolais lambda, qui n'a pas été à l'université comme toi et moi, qui n'a pas de chaussures, qui habite à Bunkondé, dans le Kassai central, ou qui habite qui n'a pas bénéficié de tous les fonds destinés au programme des 100 jours. Programme des 100 jours, on parle de détournement aussi. Est-ce que le dossier sera évoqué? De ce qu'il a payé comme impôt. L'idée ici, c'est d'arriver justement, désormais, aussi, à ce que j'appelle la disciplinarisation de la vie politique. Il faut aussi arriver, à un moment ou un autre dans ce pays, évidemment, à incruster la peur d'accès aux hautes fonctions de la République. Vous savez, nous sommes le seul pays. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. N'importe qui a soif d'accéder. Et on n'est pas encore arrivé à ça. Et de gérer, c'est un vœu. Et de gérer selon le système de tours. C'est notre tour, nous prenons ce que nous voulons prendre. Dans ce pays, l'on doit arrêter, mon cher ami. Il faut qu'il y ait des individus auxquels on propose des postes et ils disent non. Non, pourquoi? Parce que il y a une agence qui a été créée. Voilà. Alors, si on n'en est pas encore arrivé là, mais les bases pour y arriver sont déjà là. L'agence est là, désormais, elle s'en prendra à quiconque tenterait de confondre sa poche au trésor public. D'accord. Alors, quand le candidat malheureux à la présidentielle, Ramazani Shadari, avait fait une déclaration, tout le monde a essayé de s'agiter. Non, c'est pas normal. Ça, c'est une menace à la sécurité. Mais maintenant qu'un citoyen est donc invité par un procureur général du parquet de Matete, eh bien, on dit non, c'est de l'acharnement. Il y a des déclarations qui passent dans les médias. Est-ce que ce n'est pas de l'intimidation un peu vis-à-vis de la justice et de ceux qui sont commis à ce travail? Non, non, il faut aujourd'hui féliciter le directeur de cabinet de l'État d'avoir répondu à l'invitation. Il l'a fait de lui-même. Ça demande, il n'a pas été ça suscite des félicitations. Non, non, il n'a pas été contraint, il est allé de lui-même en démocrate. Il est allé de lui-même, je crois qu'il faut ici... Pour ça, il faut féliciter. Mais parce que c'est ça l'état de droit. Un haut cadre du pays est allé répondre à une invitation, pas un mandat de comparution, à une simple invitation. Il est allé répondre. Je crois qu'il faut... Dans un état de droit, on doit féliciter quelqu'un, un citoyen, les bonnes habitudes. Il est invité par un magistrat. Parce que vous donnez l'exemple qu'il ne faut pas donner. Vous donnez l'exemple de Shadari, qui a intimidé une dame préposée à la DGM. Nous avons vu des images de Shadari sur son intimidation d'une simple demoiselle ou dame, agent de la DGM, qui n'a pas voulu répondre aux simples questions. Non, attends, et on ne doit pas comparer ce qu'il faut comparer. Non, mais parce que si vous voulez que l'on compare... Mais quand des ministres... On ne peut pas comparer ce que Shadari a fait... Des membres du gouvernement central se réunissent d'un bon citoyen en t-shirt. Du directeur de cabinet. Ils font une déclaration de lui-même sur invitation au parquet. Moi, je crois qu'ici, il faut... Vous dites, vous banalisez et vous félicitez Vital Kamerhe. Non, non, je le félicite parce qu'il s'est rendu de lui-même. Répondu à l'invitation du procureur général. Sans proférer de injures, comme ça? on en a vu. Oui. On en a vu de la part de celui que vous citez, à l'aéroport, qui a insulté une demoiselle. Tu verras le fait, on a vu des choses, des images. Tout le monde a vu les images. Moi, je ne suis pas là pour y revenir. Ce n'est même pas l'objet du jour.
Cher ami, la leçon à tirer, c'est que dans ce pays, il n'existe plus des personnes intouchables. L'état de droit, avec Félix Tshisekedi Tshilombo, est une réalité. Une réalité réelle, d'autant plus que dans son bureau, il a autorisé les enquêtes. Pas autorisé plutôt, il a laissé la justice faire son travail et notre tête de cabinet a été entendu au parquet général. Il faut que ceux qui pensent, j'en arrive, ceux qui pensent être renseignant, témoin, ou tout simplement prévenu. Je vais clôturer la pensée. Ceux qui pensent être intouchables, ils se trompent totalement. Ils rendront compte dès que nécessaire. Et l'état de droit, désormais, n'est plus un slogan. N'est plus un slogan, mais une réalité. Et moi, je remercie ici le cabinet pour avoir fait ce geste démocratique, oui, qui est une leçon civique et donc louable. Et nous invitons, évidemment, la justice à considérer qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Et que donc, les gardiens est gardé par la loi. Et que personne ne peut se permettre un excès ou une exagération sans respect des normes qui exigent ce qu'il faut dans la République. Et que par ailleurs, la vision du président de la République sur la justice est une vision totalement de neutralité. Ainsi que l'a rappelé le vice-président Kabonde à tous les militants de garder une position de neutralité, nous devons reconstruire l'État. Nous devons penser sur les jalons des nouvel État démocratique. Nous devons récrier, nous devons récrier la justice. Oui. Nous devons récrier les habitudes. Bref, nous devons tous respecter la loi. Nous devons tous appuyer notre justice. Et enfin, nous devons tous désormais considérer que la récréation a pris fin. Oui, et respecter aussi et que le sifflet, l'état d'urgence, respecter aussi l'état d'urgence. L'état d'urgence a été respecté. Je vous ai dit qu'il faut distinguer l'effet social du phénomène social. Voilà, nous revenons au phénomène social est un fait généralement qui n'est pas régulier, qui est bouleversant et qui produit toujours, s'accompagne de plusieurs conséquences. C'est pourquoi, lorsque dans l'étude des faits sociaux, Marcel Mauss, qui est le neveu d'Auguste Comte, le professeur de sociologie, considérait que lorsqu'un phénomène arrive, il faut que les méthodes de sa gestion soient différentes des méthodes ordinaires. Parce que vous ne pouvez pas quand même confondre un fait social d'un phénomène social. Le Caméré n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un chef d'un parti avec des militants qui le voient aller sur une ligne, personne ne peut les empêcher de le faire, mais évidemment les gestes barrières l'ont été et la procédure de travail. Les pneus à Bukavu, selon notre correspondant sur place. Alors, on ferme cette parenthèse. On revient au rapport. Administrativement, l'agence qui va s'occuper de la lutte contre la corruption et autres antivaleurs, cette agence, quel rapport entretiendra-t-elle avec le chef du cabinet? Non, écoutez, ou le directeur de cabinet? Les mécanismes de collaboration, hein, évidemment. L'agence fera également rapport au chef du cabinet parce qu'ils sont personnels rattachés à la présidence. De ce point de vue-là, tout leur mouvement est signalé au des cabinets qui autorisent, notamment les sorties pour l'étranger, qui signent d'autres émissions. Ils ont un rapport administratif, évidemment régulier, à faire au des cabinets. Et ils sont évidemment soumis à la discipline, à la déontologie de la présidente de la République, comme le prévoit l'ordonnance qui crée la dite agence. Il y a évidemment cette coordination qui est assumée par le directeur de cabinet président Caméré et qui, de maître, va pouvoir essayer évidemment de leur donner l'espace de rayonnement en autorisant ce qu'ils font sur base des rapports qu'ils vont pouvoir faire régulièrement parce que certains personnels relèveront de sa compétence de nomination et donc il y a toute d'organisation évidemment administrative. Mais quand on a suivi la lecture de l'ordonnance relative à cette agence, justement, en créant cette agence, on comprend que
ces gens ont un pouvoir un peu spécial parce qu'ils ne rendent compte qu'au chef de l'État. Ils ne sont pas redevables ou comptables vis-à-vis du tête de cabinet. Oui, mais le chef d'État a un cabinet. Ce cabinet est géré par son unité de cabinet. Voilà pourquoi tous ces rapports-là ne seront pas donnés entre les mains du président de la République. Ils vont être remis éventuellement au unité de cabinet qui les organise et les amène au chef de l'État. Parce que dans un cabinet, on a un seul interlocuteur. C'est l'unité de cabinet. C'est à lui qu'ils les remettent, mais le rapport est bien entendu destiné au président de la République. Mais ça passe toujours par le bureau du président qui réceptionne, on remet au unité de cabinet, qui aussi reçoit ce rapport-là et qui est le numéro 1 du cabinet. Il ne faut pas les détacher du président. L'unité de cabinet est évidemment le chef du bureau du président de la République. Et voilà, donc il faut ici, cher ami, préciser les caractères techniques et démocratiques de l'agence. Il faut ici indiquer que le président de la République est préoccupé par la question de lutter contre la corruption. Il faut en même temps indiquer que l'agence va pouvoir faire son travail sans couleur politique en mettant simplement les Congolais, évidemment, dans leurs droits, toutes les fois que les biens auraient été illicitement détournés par tel ou tel gestionnaire du pays. Voilà, cher ami, l'essentiel de cette agence. Il ne faudra ici pas que le mauvaise langue passe par ici pour rencontrer leur vie. Le droit est une grande forêt, mais lorsqu'on y entre sans la boussole, on peut s'y perdre. Et c'est malheureusement le cas de ce que j'ai entendu il y a quelques jours ici. Merci beaucoup, Taylor Lubanga. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'UNIKIL et dans d'autres établissements du pays. Alors, vos autres fonctions sont dormantes et elles ne sont pas importantes pour les évoquer ici. Bonsoir et surtout prenez soin de vous. Continuons à lutter contre cet ennemi invisible. Il sera vaincu. Les rapports journaliers sont encourageants. Oui, il y a un peu plus de guéris et ceux qui sont sur les lits de malades, encore potentiels malades libérés, le nombre augmente, l'espoir est permis. Bonsoir chez vous, il ne faut pas paniquer. Ce n'est pas encore la fin totale du monde.